quand le chercheur il doit soumettre, oui, cette diapo-là, quasiment, quand le chercheur doit mettre en valeur ses contributions à la recherche, donc ce sont des éléments que souvent les chercheurs vont retrouver dans la description des programmes de financement. Donc, c'est la qualité des contributions et l'importance des contributions pour d'autres chercheurs et utilisateurs finaux. Et ce sont les volets pour lesquels nous pouvons soutenir les chercheurs. Oui, la prochaine diapo, puis dans le fond, on va aller tout de suite, là, la diapo numéro 4, la bibliométrie. Qu'est-ce que c'est? La prochaine diapo, la diapositive numéro 5, donc la bibliométrie, ce sont des méthodes de recherche pour compléter des indicateurs sur la science et la technologie à partir de publications et leurs métadonnées. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, il est possible grâce à l'indexation des références. Donc, à gauche, là, vous voyez en gros là, la mise en forme d'un article scientifique et la liste de références à la fin. Donc, vous êtes habitué avec ces formats-là. Donc, l'idée, c'est que en indexant les références à la fin de l'article, on est capable d'établir un lien entre l'article citant et l'article cité. Et à chaque fois qu'un article apparaît dans la liste de références, dans notre article, lui, il reçoit une citation. Et donc, vous voyez là en haut, là, encerclé, donc c'est le nombre de citations que l'article a reçu, c'est-à-dire le nombre de fois que l'article figure dans la liste de référence d'autres articles. Donc, c'est des choses qui sont possibles avec c'est vraiment pas, c'est pas une chose qui est possible dans toutes les bases de données. C'est vraiment là, des bases de données qui ont qui font cette indexation-là. Donc, on parle là vraiment de Web of Science, on parle de Scopus, et il y en a d'autres aussi. On va en parler un peu plus là, quand on va parler un peu plus des sources de données. Donc, aussi, là, quelque chose qui est particulier à ces sources-là, c'est l'indexation des adresses institutionnelles des auteurs. Donc, on regarde chaque auteur, ils fournissent leur établissement d'attache. Et cette information-là permet de compiler des indicateurs au niveau des établissements, au niveau des pays, au niveau des régions en particulier. Donc, on peut compiler là, des indicateurs à différents niveaux et c'est ça qui fait la bibliométrie. On regarde la production scientifique des chercheurs des différentes entités. Donc, la prochaine diapositive, on va parler un petit peu plus de l'historique. Ça va être Joey qui va parler là-dessus. Un petit historique sur la bibliométrie. En fait, c'est pas exhaustif, là, c'est pour que vous sachiez et que vous ayez une mise en contexte du fait que c'est quand même une discipline, une sous-discipline qui se développe depuis de nombreuses années. En fait, la bibliométrie, elle fait partie de la grande discipline des sciences de l'information et de la bibliothéconomie. Puis, ben, on va pas se surprendre de voir que depuis les tout débuts, il y a des bibliothécaires qui sont impliqués dans le développement de cette discipline-là. Donc, si on recule jusqu'en 1927, il y a un certain Alfred, 1926, un certain Alfred Lotka qui, lui, va constater l'existence d'une relation très simple entre le nombre d'auteurs qui publient et le nombre d'articles que chaque chercheur publie. C'est ce que l'on va appeler la loi de la productivité scientifique, puis lui, il va analyser ça à partir de périodiques dans le domaine de la chimie. En 1934, il y a le bibliothécaire Samuel C. Bradford qui va élaborer, à l'aide aussi d'un modèle mathématique assez simple, une méthode d'organisation de la documentation qui va permettre d'obtenir une meilleure performance lors des recherches bibliographiques. Ça va s'appeler la loi de Bradford et ça va prendre en compte, en fait, la distribution des articles dans les revues scientifiques. Quelque temps plus tard, en 1960, là, il y a un certain Eugene Garfield qui, lui, a l'idée d'utiliser les citations présentes dans les articles scientifiques, donc c'est-à-dire les références qui sont faites à d'autres articles
pour lier les articles entre eux. Donc, il va fonder le premier index de citations à grande échelle qui va s'appeler le Science Citation Index. Donc, là, on est en 1960. L'index va être lancé comme tel en 1963. Il va couvrir seulement que les sciences naturelles et médicales. 10 ans plus tard, il va y avoir le Social Science Citation Index qui va être lancé. Puis, ça va être suivi du Arts and Humanities Citation Index. Donc, en 75, tout ça va devenir un ensemble qui va portera le nom du Web of Science que vous connaissez bien. En 2004, donc, c'est la fin du monopole pour le Web of Science avec la création par l'éditeur Elsevier de la base de données Scopus, qui est une autre grande base de données de citations. Mais la même année, il y aura le lancement de Google Scholar. 10 ans plus tard, à propos de Google Scholar, on va affirmer du côté de Google qui couvre plus de 85% des publications scientifiques. Donc, ça en fait un bassin documentaire qui est absolument incomparable et qui va s'imposer parce que il est accessible librement, bien qu'il ne diffuse pas l'information en libre accès. Donc, en 2019, on va estimer le nombre de références totales à 389 millions d'entrées. Cependant, la grandeur, le volume des données qu'on retrouve dans Google Scholar, ça va pas faire en sorte que cette base de données-là, on va lui reconnaître une meilleure qualité que les bases de données plus conventionnelles comme Web of Science ou même Scopus. En fait, on va même constater que la qualité des résultats de recherche, elle atteint souvent pas nécessairement celle de ces autres outils-là et que ça va être la même chose aussi au niveau des indicateurs bibliométriques. Voilà, on peut changer de diapo. Oui, parfait. Mais, merci, Joey. On va regarder un peu plus aussi par rapport aux sources tout à l'heure. Et effectivement, chaque source, là, il y a ses forces et limites en ce qui concerne les indicateurs. Dans le fond, toute cette activité-là là, de mesurer la production scientifique des entités, ça part d'une prémisse de base qui est le fait que la publication, en général, est une étape incontournable dans le cycle de la recherche. Donc, les chercheurs, ils font la recherche et la diffusion de des contributions auprès de la communauté scientifique et de plus en plus, on parle aussi auprès du grand public. Ça fait partie du cycle de la recherche. Donc, quand on mesure la publication scientifique, on mesure également l'avancement de connaissances. Et ça, on parle surtout à grande échelle, quand on parle d'études bibliométriques, on parle surtout là, des études au niveau des pays, au niveau des disciplines. Et les applications sont notamment dans les disciplines des sciences de la nature, génie, sciences médicales, où le chercheur publie leurs résultats de recherche, surtout dans des articles scientifiques. Les applications de la bibliométrie sont donc un peu plus limitées pour les disciplines où les chercheurs diffusent leurs découvertes aussi dans d'autres types de publications. On va chercher plus de livres et d'autres types de documents. Donc, on va regarder la diapo suivante qui permet de mesurer la bibliométrie. Donc, nous avons parlé un petit peu là, des différents niveaux d'entité, nous avons parlé des différents angles d'analyse. Donc, on peut regarder les pays, les établissements de recherche, des groupes de recherche. On peut regarder dans quelle thématique les entités ont davantage contribué à l'avancement de connaissances. À grande échelle, on peut conclure que quand un groupe de chercheurs il a été davantage cité dans certaines thématiques, on peut relier ces contributions-là à l'impact scientifique. Donc, on peut regarder sur l'impact scientifique du groupe
il a été plus ou moins important. On peut regarder des collaborations, donc l'indexation des affiliations nous permet de voir qui collabore avec qui et ça nous donne un portrait de l'état de la recherche à différents niveaux. Donc, dans le fond, avant de passer à cette question-là, dans le fond, j'aimerais juste vous dire que la prochaine section, on va parler d'indicateurs. On va glisser un petit peu dans les indicateurs les plus connus. Nous avons parlé de mesures, là, des choses qu'on souhaite connaître. Donc, les indicateurs ils vont venir à présenter là, des données pour répondre à nos questions. On va parler des facteurs d'impact, métissage, citation. Et sachant que ce sont des sujets qui sont souvent présents dans votre quotidien, nous aimerions connaître votre perception par rapport à un indicateur en particulier. Donc, je vous laisse pour la question. Alors, Besma, on peut, si tu veux bien, activer la fonction sondage. Et puis, on vous demanderait donc de vous prononcer. Là, ça se fait bien sûr de façon anonyme. Donc, à la question suivante, quelle importance accordez-vous aux facteurs d'impact pour la sélection d'une revue dans laquelle vous allez publier? Donc, est-ce que c'est importance élevée, importance moyenne, importance peu élevée ou je ne connais pas le facteur d'impact? On peut partir le questionnaire. Et bien sûr, les réponses sont anonymes. Donc, nous aimerions vraiment bien connaître votre... Ah, on peut, qu'est-ce qu'on fait? On répond quelque chose, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va... bon, je vais pas lancer une réponse pour vous. Ça va... je vais juste... on va attendre un petit peu. Puis, Besma, si tu vois déjà quelques réponses, peut-être qu'on peut regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, de façon générale, si tu partages. 90%, pratiquement, il achève 88% qui ont participé. Bon, la tendance, c'est comme à peu près 7%, ils ont répondu importance élevée, 60% importance moyenne, 7% importance peu élevée et 27% je ne connais pas le facteur d'impact. D'accord. Est-ce que tu peux partager les résultats avec l'option en bas? Oui. Je vais juste mettre fin et partager. Voilà. Importance moyenne, quand même 60%. C'est ça, comme disait Besma, mais il y a quand même près de 30% des gens qui n'ont pas de connaissance du facteur d'impact. Donc, merci pour ces réponses. Merci tout le monde. Et bon, on va regarder un peu plus le facteur d'impact. Je vais peut-être me concentrer davantage sur les applications, les limites. Bon, voilà, sans pas trop tarder, on va continuer à la diapo numéro 11 sur le facteur d'impact. Donc, le facteur d'impact, c'est grosso modo, c'est une moyenne de citations reçues par des articles d'une revue en particulier. C'est un indicateur qui est disponible seulement pour les revues qui sont indexées dans la base de données Web of Science. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est important de retenir. Il y a des choses qui vont faire ça va faire un peu plus de sens plus tard dans la présentation. Donc, voilà, en gros, pour les articles publiés là, dans une année donnée, on va regarder combien de citations ils ont reçues dans les 2 années suivantes. Donc, par exemple, si on regarde les publications, on va regarder la formule, ça va être plus simple. Nombre de citations reçues en 2020 pour les documents publiés dans la revue en 2018 et en 2019. Donc, on va faire la division et avoir le nombre moyen de citations. La prochaine diapo, je vais parler un petit peu des limites. Donc,
Qu'est-ce que c'est qui est problématique avec le facteur d'impact et que les experts ils critiquent tellement avec le facteur d'impact? Je vais passer rapidement. Si vous avez l'intérêt, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de documents là, qui vont vous parler un peu plus de ce que c'est chacun de ces éléments-là. Mais en gros, asymétrie, numérateur, dénominateur, c'est que le nombre de stations qui est considéré dans la formule, c'est le nombre de stations reçues par l'ensemble des documents diffusés par la revue, c'est-à-dire que les revues qui sont un peu plus, qui sont davantage prestigieuses, elles diffusent davantage de documents qui ne sont pas des articles originaux, donc il y a des nouvelles, il y a des lettres à l'éditeur, il y a plein de types de documents qui sont aussi diffusés, et ces documents-là, ils sont également cités. Par contre, dans le nombre d'articles publiés, c'est-à-dire le littérateur qui est dans le dénominateur, le facteur d'impact, il prend en compte seulement les articles originaux ou les révisions. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas une cohérence là, par rapport à ce que le bassin de données pour le numérateur versus de données qui sont utilisées par le dénominateur. Aussi, c'est pas la distribution non paramétrique, mais c'est pas une problématique, mais c'est une caractéristique. C'est justement la distribution des stations parmi les articles d'une revue. Les articles sont davantage concentrés sur une petite portion de publication. Donc, c'est un peu les images là, que vous avez à côté. Donc, vous pouvez voir là, que certaines revues sont jamais citées. La plupart des revues n'atteignent même pas le nombre de stations équivalent au facteur d'impact de la revue dans laquelle vous publiez. Ça veut juste dire que publier dans une revue à haut facteur d'impact n'est pas une garantie de citation. C'est ça que ça veut dire. Il y a d'autres caractéristiques aussi là, qui démontrent que publier dans une revue au facteur d'impact ne garantit pas les citations. Des articles de très bonne qualité sont aussi publiés dans d'autres types de revues, des revues à moins de facteur d'impact. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus constaté. Donc, entre autres, là, selon les éléments que je partage dans la diapo, donc, les articles les plus cités dans la discipline, c'est-à-dire dans le top 1%, c'est-à-dire vraiment le 1% de le plus cité de chaque discipline, sont de plus en plus publiés dans une variété de revues. Donc, dans le fond, j'aimerais simplement vous montrer des éléments pour appuyer la recommandation sur ce que le facteur d'impact n'est pas une mesure de qualité des articles. Publier dans une revue au facteur d'impact n'est pas une garantie de citation. Donc, j'aimerais vous présenter un exercice. C'est la prochaine diapo, dans le fond, j'ai fait un exercice dans le Web of Science. J'ai regardé les publications des chercheurs de la FFGG. En regardant cette publication-là, j'ai été capable de voir dans quelle discipline ces articles-là ont davantage été publiés. Donc, la prochaine diapo, Desmas, s'il te plaît, ça va afficher là, c'est un résultat que j'ai extrait de la base de données Web of Science. Donc, ça montre en gros dans quelle discipline les disciplines des revues dans lesquelles les chercheurs ont publié. Donc, on voit en gros, là, c'est davantage dans foresterie, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent aussi, là. C'est l'aspect interdisciplinaire de la recherche, tant au sein de la communauté en tant que telle qu'au sein des revues. Donc, les revues peuvent être classées dans différentes disciplines. Mais là, on a un petit peu le portrait. La diapo suivante,
Je vous montre le facteur d'impact selon la catégorie disciplinaire. Et c'est ça que j'aimerais que vous portiez attention. Donc, on a ici un petit tableau avec les catégories disciplinaires dans lesquelles le chercheur de votre faculté ont davantage publié. La liste, elle est triée en ordre décroissante du facteur d'impact médian. Qu'est-ce que ça veut dire un facteur d'impact médian? Ben, chaque catégorie, il y a un nombre X de revues. Mettons, Green and Sustainable Science and Technology, la première revue de la liste. Il y a 44 revues dans cette catégorie disciplinaire-là. On parle beaucoup de quartile 1, 2, 3 et 4 selon le facteur d'impact. Quand on regarde le facteur d'impact médian de la catégorie, ça veut dire que la moitié des revues de cette catégorie-là figurent dans le quartile 1 et 2 de la catégorie. Donc, publié dans une revue là, à facteur d'impact 4.7, dans cette catégorie-là, ça n'a pas la même valeur que pour un article publié dans une discipline. Si on regarde la dernière discipline du tableau, je m'en situe. Avance un petit peu, s'il te plaît, Desma. Oui, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Donc, la dernière discipline, là, Material Sciences, Paper and Wood, si on applique une référence de qualité pour le chercheur qui publie dans une revue de recherche sur le bois et qu'on a en tête que une référence de qualité sur ce que il faut publier dans une revue au moins le facteur d'impact 4 là. Écoute, ça marche juste pas. Donc ça c'est juste pour vous montrer que le facteur d'impact, il est le résultat de différentes pratiques de publication de citations de chaque discipline. Et on ne peut pas comparer une discipline à l'autre. Bon, la diapo suivante. Les citations, dans le fond, en gros, il y a le même limite. On parle de pratique de publication des citations de chaque discipline. Chaque discipline, il y a une longueur de liste de revues. Il y a plusieurs caractéristiques qui font en sorte que les indicateurs, ils sont différents selon la discipline. C'est la longueur de la liste de référence, c'est la dynamique de groupe. Certaines disciplines ont publié davantage un groupe, d'autres publient davantage individuellement. C'est normal, c'est la façon dont on fait la recherche au sein de chaque discipline qui a un effet dans les indicateurs. Donc, on ne compare pas les indicateurs. Nous, on travaille beaucoup à la bibliothèque là, quand je fais des analyses puis j'offre des services, je collabore avec des chercheurs, je vais aller chercher des indicateurs qui sont normalisés. Comme vous voyez, là, le Category Normalized Citation Impact, il est disponible avec la base de données Web of Science, mais il n'est pas très connu. Donc, c'est un indicateur qui permet, il est normalisé selon le type de document, selon l'âge de publication, selon la discipline. Donc, lui, là, il est plus approprié pour faire des comparaisons. Mais c'est pas quelque chose que vous avez probablement entendu parler. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. L'indicage, dans le fond, il y a beaucoup il est très critiqué, étant donné sa nature arbitraire. C'est une formule qui combine deux indicateurs différents. Donc, la valeur de cet indicateur-là est très critiquée par les experts. Et ça ne permet pas de vraiment estimer la contribution des chercheurs en recherche. Parce qu'on ne peut pas vraiment comparer. Selon la distribution de citations parmi les publications d'un chercheur versus un autre chercheur, on peut avoir un indicage qui est le double, un indicage de 20 pour un chercheur versus un indicage de 10 pour l'autre chercheur, alors que on peut pas, ça ne permet pas de conclure que là, il y a la qualité est le double, deux fois plus importante que la qualité de la recherche de l'autre chercheur. Bon, je vous ai parlé, je vais mentionner au début de la présentation que
On fait vraiment un survol. Si vous avez l'intérêt de comprendre plus la technicalité des indiçages, il y a des références aussi, là, baissement la diapo d'après, l'indissage. Ah, la diapo. Oui, la prochaine, la 17. Ça, c'est une étude qui montre bien là, les limites importantes de cet indicateur-là. Et la conclusion, c'est qu'il ne devrait pas être utilisé pour évaluer la qualité de l'impact scientifique d'un chercheur. Donc, en gros, là, la prochaine diapo, en gros, ce qui est à retenir et que publier dans un journal important d'impact n'est pas une garantie de citation. Indissage est un indicateur à éviter et n'est pas comparé des indicateurs du chercheur de différents domaines et non plus de différentes sources. On va vous poser une question par rapport à Google Scholar parce qu'on sait que on a des besoins là, pour évaluer là, la production scientifique au niveau des individus et on veut connaître votre comment vous qu'est-ce que vous faites? Alors, Besma, si tu veux bien générer la deuxième question de sondage. La question est la suivante. À quelle fréquence cherchez-vous le profil de publication Google Scholar d'un chercheur pour évaluer sa production scientifique à l'aide des indicateurs? Est-ce que c'est très souvent, souvent, parfois ou jamais? Alors, vous pouvez voter. Puis ensuite, Besma, lorsque tu verras que le taux de participation est assez élevé, nous partager les résultats, s'il te plaît. Oui. Je vais quand même le partager, c'est à 84% et je ne vois pas qu'elle bouge. C'est bon. Oh, quand même. Hein? Donc, à quelle fréquence cherchez-vous le profil de publication Google Scholar? 38% disent souvent. 31% disent parfois. Très souvent 6%, jamais 25%. Donc, quand même une bonne connaissance là, du profil de publication Google Scholar. Je vais te laisser continuer. Oui. Merci tout le monde pour votre réponse. Effectivement, il y a des besoins pour évaluer l'impact scientifique des chercheurs dans différents contextes. Dans le fond, la prochaine section, je vais plus vous fournir en contexte là, pour faire le lien. Nous avons parlé là, au début de la présentation des applications de la bibliométrie. Je vous ai glissé en mots sur des applications surtout à grande échelle. Donc, c'est ça, de la deuxième section, j'ai parlé des indicateurs et souvent dans des applications au niveau des individus. Donc, c'est pas, il y a quelque chose là, en lien entre l'un et l'autre. Alors, cette section-là va permettre un peu de vous connaître, pour vous, là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la diapo numéro 21, il y a eu les indicateurs qui ont été créés davantage. Là, je vais vous présenter un petit peu les contextes des chercheurs qui proposaient là, des principes là, qui se retrouvaient un peu en général partout dans les disciplines. Il y a eu les indicateurs, l'apparition du facteur d'impact. Le facteur d'impact a été à l'origine davantage utilisé dans les bibliothèques pour le développement de collections parce que la bibliothèque, hein, c'est important de connaître l'usage des publications au sein de sa communauté. Et bon, on ne peut pas s'abonner à toutes les bases de données, à toutes les ressources. Donc, il faut quand même faire des choix éclairés. C'est donc ce qui est davantage utilisé, davantage cité,
qui est une façon d'utiliser les ressources. Donc, connaître ce qui est davantage utilisé par la communauté nous permet de prendre des meilleures décisions. Donc, dans le fond, l'intégration d'indicateurs quantitatifs s'est faite tranquillement dans le processus d'évaluation de la recherche parce que il y a eu vraiment une hausse de l'activité scientifique partout dans le monde et puisque le système d'évaluation de la recherche était basé sur l'évaluation par des pairs, donc c'est un processus qui est subjectif et il est très coûteux. Donc, avec la hausse de l'activité de la recherche partout dans le monde, il y avait des besoins de rendre ce processus-là un peu plus fluide. Donc, l'évaluation qui était davantage subjective, plus l'évaluation par le pairs, elle est passée à une évaluation plus quantitative. Et elle est largement, présentement, actuellement, elle est largement utilisée lorsqu'il y a des décisions à prendre, donc pour l'octroi de subventions, pour la remise de prix, de processus de titularisation. La prochaine diapo, dans le fond, c'est que ce qui arrive en ce moment, c'est que les experts dans le domaine de la scientométrie, de la sociologie des sciences, eux, ils rapportent des dérives comme en effet de l'usage abusif des indicateurs quantitatifs. Donc, on va parler de la hausse d'articles rétractés, on va parler d'abus de sollicitation, on va parler de fraude scientifique, on va parler de l'usage de facteurs d'impact comme mesure de qualité de la recherche. Ce qui est problématique, parce que, c'est pas parce que, ça veut pas dire que ton article est bon. Non, c'est pas pour ça. C'est que quand on mise sur le facteur d'impact pour mesurer la qualité de la recherche, on pénalise les chercheurs qui ont qui publient de la bonne recherche, qui ont des bons articles, mais qui ont pas, que l'article n'est pas publié dans des revues à haut facteur d'impact. Donc, je vais vous présenter quelques effets pervers simplement pour vous donner un petit peu le petit portrait là, de la situation actuelle qu'on vit là, dans le milieu scientifique. Il y a des services prédateurs. Vous avez probablement entendu parler de revues prédatrices, des conférences prédatrices. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. La prochaine diapo, je me rends compte que la qualité n'est pas super bonne. C'est malheureusement là, un site qui n'existe plus, mais c'est correct, je voulais quand même le garder parce que les services prédateurs, les éditeurs prédateurs, ils sont toujours en train de se réinventer et ils sont de plus en plus difficiles de reconnaître. Donc, il faut toujours être vigilant et porter un regard critique envers ce que vous trouvez en tant que service, en tant que offre pour diffuser vos articles. Donc, ici, c'est le facteur d'impact. C'est un facteur d'impact prédateur. Je vous ai parlé tout à l'heure du facteur d'impact disponible seulement pour le revue indexée dans Web of Science. Mais ici, c'est quelqu'un qui vous offre de vous accorder, là, mettons, vous êtes coordonnateur d'une revue scientifique et là, vous tombez sur ces services-là qui vous donne un facteur d'impact. Et bon, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez être victime de cette service-là qui n'ont rien à offrir. Ils cherchent juste à faire du profit. Bon, la prochaine diapo, c'est un site aussi un service prédateur où vous pouvez aller payer pour figurer parmi les auteurs d'un article scientifique. Donc, c'est vraiment le contexte actuel. La culture du publish or perish, les chercheurs, ils subissent la pression pour publier, ils ont une faim d'augmenter ses propres indicateurs. Donc, ce sont des choses qui se passent qu'il faut vraiment être vigilant pour ne pas tomber dans le piège de nuire votre réputation en tant que chercheur. La prochaine diapo, dans le fond,
en phénomène, c'est une conséquence de pratiques frauduleuses dans le milieu de la recherche, des établissements qui payent des auteurs pour inclure le nom d'un établissement pour lequel le chercheur, il n'y a pas de lien, mais que le chercheur inclut une deuxième, une troisième affiliation dans l'article, et comme ça, l'établissement peut se bénéficier aussi d'un plus grand nombre d'articles lorsqu'il va être évalué. L'autre diapo, c'est aussi des histoires de chercheurs qui abusent les dynamiques de citation. Ici, un chercheur qui il imposait, il était réviseur d'une revue et lui, il imposait aux auteurs des articles qui incluent des citations à ces articles dans leur manuscrit. Donc, il y a plein d'histoires dans la communauté. C'est vraiment un enjeu actuellement. Donc, la prochaine diapo, on va parler un petit peu des limites de la bibliométrie. Nous avons parlé déjà de quelques-uns. Ici, c'est simplement pour vous montrer là, les sources de données. Je vais y adresser un petit mot sur les principales sources de données. Et cette image-là, c'est que ça montre, c'est que chaque base de données a une couverture. Il y a un certain recoupement. Donc, on ne peut pas vraiment comparer des indicateurs de sources différentes. Et aussi, certaines disciplines sont moins couvertes aussi pour des bases de données. Donc, il y a un biais qui est associé, qui fait en sorte qu'on peut pas, on peut comparer des indicateurs provenant de différentes sources. La prochaine diapositive, dans le fond, c'est dans l'exemple qui vous montre exactement là, le même chercheur, ses indicateurs dans Google Scholar et ses indicateurs dans Web of Science. Donc, si on compare le nombre de citations, c'est presque, dans Google Scholar, c'est presque le double. Et ça ne veut pas dire que Google Scholar, il est meilleur, ou encore que Web of Science, il rate de citations. C'est pas nécessairement ça. Ça veut juste dire que il y a une couverture différente et il y a aussi, comme je vais mentionner, il y a une différence importante au niveau de la qualité des données. Dans Google Scholar, il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup de dédoublonnage, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas de publications scientifiques qui sont identifiés en tant que contribution du chercheur, donc de concours, toutes sortes de documents. Donc, ça fait en sorte que les indicateurs sont naturellement plus élevés dans Google Scholar. La prochaine diapositive, simplement pour vous mentionner cet aspect-là. Donc, Web of Science, en fait, il est très réputé par la qualité là, de ses métadonnées. Plus on gagne en qualité de métadonnées, moins dans le fond, c'est l'inverse. Plus on gagne en exhaustivité, en couverture de la base de données, moins on perd en qualité. Donc, Web of Science est meilleur en termes de qualité de métadonnées par rapport à Scopus, et les deux sont meilleurs en termes de qualité de métadonnées par rapport à Google Scholar. Et bon, en article scientifique, si vous avez l'intérêt d'aller voir comment manipuler vos indicateurs dans Google Scholar, voilà des évidences là, qui montrent comment le faire. Donc, Google Scholar, faut faire attention. La prochaine diapositive. Oh, oui, super. Ben, puis là, on va parler de la prochaine section de l'impact de la recherche. On va vous donner quelques pistes. Donc, nous avons parlé là, facteur d'impact, c'est pas une garantie de citation. OK. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter la visibilité de vos publications? On peut changer le diapo, abaissement. Donc,
Voilà, donc pour le volet impact de la recherche, on propose pas nécessairement d'aborder les éléments conceptuels, mais vraiment de passer ou de proposer un survol sur les éléments qui vont favoriser la visibilité de votre recherche, puis ultimement son impact. Donc, 4 éléments que on propose pour maximiser l'impact de vos publications. Premièrement, favoriser la visibilité de vos réalisations. Ensuite, choisir une revue en libre accès ou qui permet le dépôt, de diffuser l'article dans un dépôt institutionnel. Troisièmement, assurer une présence sur le web. Et 4, vulgariser sa recherche. Comment on fait vraiment pour parvenir à ces éléments-là? On va aborder ça dans les diapos suivantes. Alors, favoriser la visibilité de vos réalisations. Il y a différents moyens que vous pouvez prendre pour y arriver, mais il y en a 2 en particulier sur lesquels on veut attirer votre attention, que vous connaissez probablement, mais on va quand même revenir un petit peu là-dessus. L'ORCID, donc vous connaissez probablement l'ORCID qui facilite la circulation des informations sur vos activités de recherche. En fait, l'ORCID, c'est une organisation à but non lucratif. Et il y a 2 éléments là, à séparer quand on parle de ORCID. Il y a l'ORCID qui permet d'identifier sans ambiguïté les chercheurs, les distinguer les uns des autres. Puis, il y a le dossier ORCID qui, lui, va regrouper vos activités de recherche puis va permettre de les mettre en valeur. Donc, ça permet vraiment de faire circuler les informations sur vos activités de recherche à partir de vos publications, mais aussi vous pouvez l'utiliser, par exemple, votre dossier ORCID pour mettre vos publications en valeur à partir de votre signature. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les réseaux sociaux. Tandis que si on parle des publications en libre accès, bien sûr, c'est un incontournable pour ce qui est des projets de recherche qui ont été subventionnés par les grands organismes subventionneurs. Mais au-delà de ça, c'est un élément très important à prendre en considération parce qu'il y a une incidence directe sur la visibilité des publications. Un petit rappel là, sur le domaine du libre accès. Là, on avait consacré une présentation complète au libre accès avec ma collègue Maude Laplante-Dubé. Donc, il y a 2 grandes voies qui permettent de diffuser en libre accès. Il y a la voie verte qui permet de diffuser gratuitement un article dans un dépôt institutionnel, par exemple, comme Corpus UL, qui va permettre d'augmenter le référencement de façon très concrète de vos publications. Dans ce cas-ci, là, quand vous publiez dans une revue puis qu'ensuite vous diffusez dans Corpus UL, vous allez publier le manuscrit final évalué par les pairs. Et puis, donc, ça, c'est la voie verte. La voie dorée, elle permet de diffuser dans une revue en libre accès ou une revue hybride, souvent moyennant des coûts qui peuvent être assez élevés. Et puis, ça va être vraiment la version finale qui va être publiée. Je reviens sur Corpus UL pour insister sur l'efficacité de cet outil-là. De quelle façon Corpus UL, justement, il est efficace? Notamment parce qu'il y a une validation des métadonnées de votre article qui est effectuée par les spécialistes à la bibliothèque. Et en validant les métadonnées, en inscrivant les bons termes de recherche, on va augmenter le référencement parce que les internautes vont écrire ces termes-là et donc l'article va être signalé plus souvent. Il y a une indexation aussi qui est faite automatiquement dans les moteurs de recherche comme Google et Google Scholar, mais aussi des plateformes de recherche des sciences ouvertes comme OpenAir. Donc, voilà, là, donc pour le libre accès, mais pour aller encore un petit peu plus loin, tu peux monter un petit peu parce qu'il faut cliquer pour cette diapo-là, Bessima, pour voir les graphiques. Donc, il y a vraiment des évidences scientifiques qui démontrent que le libre accès, il est lié à l'impact de la recherche. Et ça se précise vraiment en termes de pourcentage des accès. Donc, quand on diffuse un article, par exemple, en libre accès, qu'on a trouvé un moyen, que ce soit la voie verte ou la voie dorée, il y a une hausse de l'accessibilité et du référencement de cet article-là. On peut continuer, Bessima. Oui, on voulait vous parler un peu aussi là, de toute cette
dans le fond, quand on cherche la visibilité, là, augmenter la visibilité des contributions à la recherche, c'est parce qu'on veut aussi favoriser leur application là, auprès de la société là, dans d'autres secteurs d'activité. Et on parle de plus en plus d'indicateurs alternatifs qui visent à mesurer ces différentes applications-là dans d'autres secteurs de la société. Et donc... Besma, peux-tu juste avancer, s'il te plaît? Merci. Excuse-moi. Oui, donc, on parle un peu d'impact sociétal et en parlant d'indicateurs alternatifs pour aller chercher, collecter un petit peu des informations sur les utilisateurs finaux de votre recherche, on voulait vous parler brièvement sur les altmetrics. Nous avons une question pour vous. Alors, prochaine diapo. Question de sondage. Tout simplement, on voudrait savoir si vous connaissez les altmetrics. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Les altmetrics, oui ou non? Oui, on peut peut-être regarder les résultats. Oui, non, pas. J'ai bien entendu parler. Quand même. Bon, on va vous parler un peu de quelques indicateurs parce que c'est quand même là, ça comprend plusieurs catégories d'indicateurs. Je vais laisser jouer, continuer. Et puis habituellement, quand on en parle, quand on explique qu'est-ce que c'est en mesure de faire, ça retient l'attention beaucoup des chercheurs, mais aussi des responsables des centres de recherche, des chaires, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment les altmetrics? Donc, ce sont des indicateurs, en fait, qui servent à mesurer l'intérêt du grand public pour des réalisations scientifiques à partir de différentes plateformes web utilisées par le grand public ou directement à partir de médias. Quand on parle de plateformes web, on peut dire des réseaux sociaux. Donc, on va inclure Twitter, on va inclure Facebook, on va inclure YouTube, mais aussi, il peut y avoir des recherches qui vont être menées dans des blogs, dans l'encyclopédie Wikipédia, mais également dans des logiciels de gestion de références bibliographiques. Donc, on veut savoir quelle est l'incidence, quel est l'impact d'une recherche dans l'ensemble de ces ressources-là qui sont un petit peu extérieures à l'écosystème qu'on évalue normalement et ça nous permet de savoir si des recherches scientifiques ont percolé dans le grand public à l'extérieur des campus universitaires. Prochaine diapo. Ce qu'on voulait aussi faire ressortir, c'est qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui vont inclure des mesures altmetrics pour mettre en valeur des articles. Donc, ici, c'est un exemple de PLOS ONE. On va pouvoir notamment y connaître le nombre de téléchargements de l'article dans différents outils, par exemple dans les logiciels de gestion de références bibliographiques. On va pouvoir aussi connaître le nombre de partages de l'article dans les réseaux sociaux. On va pouvoir savoir s'il est utilisé, s'il a été mis en valeur au sein de Wikipédia. Et on peut même obtenir différentes mesures par source en cliquant sur le metric. Donc, si tu cliques encore une fois, moi, je pense qu'on va avoir quelque chose d'autre qui va apparaître une autre fois. Donc, on peut avoir des rapports là, vraiment avec des graphiques, des données qui nous disent toutes sortes de choses sur l'utilisation, la mise en valeur du travail scientifique à partir de différentes sources qui font partie des sources vérifiées par les altmetrics. Ça va, on peut aller à la diapo suivante. Bon, des experts du domaine de la bibliométrie, ils soulignent, ils ont beaucoup de réserves par rapport à l'application de ces genres d'indicateurs-là dans différents contextes. Bon, il souligne que c'est un indicateur qui mesure la popularité, surtout quand on va regarder là, des indicateurs de mentions sur les réseaux sociaux. C'est davantage
c'est la popularité, les motivations aussi là, des gens qui tweetent ou qui partagent des choses par rapport à ces articles-là. La motivation, elle est variée. Donc, quelle est la valeur de ça pour mesurer l'impact dans la société? Il n'y a pas vraiment encore un consensus. En plus, c'est des impacts qui sont susceptibles à manipulation. Les sources, il y a des agrégateurs de données là, pour des indicateurs alternatifs, mais ces agrégateurs de données-là ne sont pas exhaustifs. Donc, il y a plusieurs réserves par rapport aux altmetrics. Leur signification dans le processus de la communication savante est encore inconnue. Donc, est-ce que ça mesure l'impact sociétal? Pas vraiment. Nous, on voit les indicateurs alternatifs comme un outil, une possibilité pour le chercheur pour aller collecter des évidences sur les retombées de leur recherche dans la société. Il est important aussi de souligner que parmi les différents types d'altmetrics, on voit des mentions dans des brevets, ce qui peut avoir une valeur un peu plus importante pour le chercheur. Il y a des mentions aussi dans des politiques gouvernementales et souvent on est capable d'aller voir des mentions dans des politiques gouvernementales ailleurs dans le monde et le chercheur souvent il se fait surprendre par des éléments qu'il peut retrouver. Donc, pour le chercheur, quand c'est le moment de mettre en valeur sa réalisation de la recherche, ces petits éléments-là vont venir appuyer tout son récit d'impact, c'est-à-dire son dossier de mise en valeur pour une demande de subvention ou autre. Donc, on va poursuivre les citations, les diapos. Ça, c'est surtout un exemple d'un agrégateur de données d'altmetric. Altmetric, c'est le nom de la plateforme. Donc, voilà, c'est simplement pour vous, voilà, ce document-là en particulier, il a été cité dans le document de politique. J'ai mentionné, on peut poursuivre la présentation. Et, dans le fond, nous aimerions vous présenter des éléments pour consolider un peu des différentes sections que nous avons présentées ce matin. Donc, nous avons souligné des enjeux importants en lien avec les applications de la bibliométrie dans différents contextes. Il y a beaucoup de liens et j'aimerais simplement vous glisser en mots qu'il existe actuellement des initiatives au niveau international pour promouvoir des bonnes pratiques, tant pour la diffusion des résultats de recherche, qui est pour le processus d'évaluation de la recherche. Et le lien entre un dossier et l'autre, la diffusion de la recherche et l'évaluation de la recherche, c'est que on essaie de promouvoir de bonnes pratiques, le partage de données de recherche, la diffusion libre accès, et il y a plusieurs efforts qu'on essaie d'encourager le chercheur à s'investir, comme le profil ORCID. Par contre, si on continue à récompenser les chercheurs uniquement par ces articles publiés dans la revue à haut facteur d'impact, on crée, on renforce une culture où c'est ça qui importe, c'est ça qui est important. Le reste, si le chercheur n'a pas de reconnaissance pour ses efforts dans d'autres types d'activités, donc, on n'arrivera jamais à avoir des pratiques plus équitables, plus inclusives, etc. Donc, on continue. Si vous vous intéressez à en connaître un peu plus sur le plan S, c'est des initiatives pour promouvoir de bonnes pratiques. Le DORA est une déclaration là, qui cherche que les établissements ils peuvent l'assigner pour s'afficher en tant qu'un établissement qui est engagé avec des bonnes pratiques.
et que souhaite reconnaître l'ensemble des contributions des chercheurs d'avancement de connaissances. Et pour finaliser, ben nous, qu'est-ce qu'on fait à la bibliothèque dans le dossier bibliométrie et impact de la recherche? Tu peux avancer, Desma. Il y a une conclusion, rapidement, combiner bibliométrie et évaluation par les pairs. Donc, lorsqu'on veut, les indicateurs ne fournissent pas un portrait complet de l'impact de la recherche, donc il faut porter un regard critique dans le contenu de ce qui est publié. Pour le chercheur, oui, il y a une culture qui est en place, mais vous pouvez intégrer des bonnes habitudes dans votre quotidien, mentionner les sources de données lorsque vous vous référez à des indicateurs, interpréter les indicateurs selon le contexte, en sachant que, surtout que la discipline elle a un effet très important dans les indicateurs qu'on compile. Les retombées de la recherche sont difficiles à prévoir, se constater plus dans le long terme. Si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à contacter des experts. Donc, c'est là où on rentre. Oui, donc, déjà, c'est parfait comme ça. Nous, on va, notre rôle est de soutien à la communauté scientifique. Donc, on offre vraiment une panoplie de services à la communauté, à tous les publics. On travaille avec au soutien des étudiants, le chercheur, les professionnels de recherche qui sont impliqués dans différents dossiers en lien avec des indicateurs, en lien avec l'évaluation de la recherche. Donc, c'est vraiment un service qui est fait sur mesure. Entre autres, on fait des analyses bibliométriques sur mesure. Donc, si le chercheur il y a des besoins pour mettre en valeur ses contributions à la recherche, on va regarder de quoi qu'il a besoin. Chaque contexte cherche des aspects, cherche à valoriser des aspects particuliers de la recherche. Parfois, on veut valoriser l'interdisciplinarité. Parfois, on veut valoriser l'engagement avec le grand public. Parfois, on veut valoriser les collaborations scientifiques. Donc, tout ça, c'est des aspects qu'on peut regarder dans les indicateurs et faire ressortir des éléments appropriés. Oui, j'ai perçu que tu peux le faire, mais juste pour revenir, donc on offre les conseils par rapport au choix d'indicateurs, c'est là le contexte approprié. On vous fournit des références là, des références de comparaison appropriées. Parmi les dossiers avec lesquels on collabore, il y a des plans stratégiques, là, choix d'indicateurs selon les objectifs du plan stratégique. Par exemple, au sein d'un centre de recherche, comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi, la mise en valeur pour les demandes de subventions, pour le renouvellement de charges de recherche et tout autre dossier de mise en candidature. Et on fait aussi un accompagnement. On peut aussi accompagner dans les processus d'évaluation de la recherche sur demande. Nous avons un rôle neutre dans le processus d'évaluation de la recherche. On n'évalue pas la contribution à la recherche des individus. On ne fait pas d'évaluation. On offre un accompagnement pour que les indicateurs soient bien intégrés dans les différents processus et soient bien interprétés selon ce qu'ils représentent. Et comme on fait aujourd'hui, on offre aussi des ateliers, des formations sur demande. Et simplement pour vous mentionner que nous avons des ateliers à des sujets vraiment spécifiques. Il y a des ateliers qui peuvent être offerts juste sur le facteur d'impact. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble juste à en discuter. Les revues prédatrices, on peut aussi offrir des ateliers juste pour les revues prédatrices. Donc, ce matin, on vous a offert, surtout en survol, parce que la bibliométrie, elle est présente dans tous ces contextes-là.
et on voulait que vous ayez aussi une idée de différents enjeux. Donc, nous demeurons disponibles là, pour approfondir davantage dans tout élément. La prochaine diapo, c'est juste une page là, que vous pouvez vous référer aux besoins, une liste de nos services de soutien aux chercheurs selon chaque étape du cycle de la recherche. Donc, il n'y a pas juste la bibliométrie là-dedans, c'est tous les services de la bibliothèque selon les étapes. Je vous invite à consulter la page. C'est très intéressant, nos services. Tous les usagers nous disent tout le temps, ah, mais vos services ne sont pas très connus, on connaît peu la panoplie de services que vous offrez. Donc, je suis certaine que vous serez étonnés de voir comment nous pouvons vous aider. Et on a fini. La citation. Une citation. Oui, dans le fond, c'est une citation du chercheur Yves Gingras que j'apprécie beaucoup. C'est un chercheur de l'UQAM. Il est très réputé là, dans le domaine de la science, de la sociologie des sciences. Donc, lui, c'est ça qu'il dit. Là. Le monde de la recherche n'a pas à céder devant des exigences qui n'ont rien de scientifique et appartiennent à des logiques qui lui sont étrangères. Donc, lui, il fait référence à des indicateurs qui sont INSACH, tous ces indicateurs qu'on est devenus accros ce temps-ci. Donc, en continuant, d'autant plus que ce sont en fait des revues francophones et les objets de recherche locaux, mais très importants pour la société, qui sortiront perdants de ces dérives de l'évaluation. Donc, je vous laisse avec cette citation. Je vous remercie beaucoup. Merci,